Il est 7h ici à Paris. Et 9h30 à Téhéran. Bonjour Damien. Bonjour Pauline, bonjour à tous. Et bienvenue à vous, vous êtes dans Paris Direct. Nous allons passer ensemble les 3 prochaines heures. Voici les titres de l'actualité internationale de ce lundi. Les ministres de la Santé du G7 se réunissent en urgence à Londres autour du dernier variant du Covid-19. Omicron se propage vite et plusieurs pays, dont des Européens, ferment leurs frontières par précaution. Il faudra plusieurs semaines pour comprendre son niveau de transmissibilité et de virulence, selon l'OMS qui se dit préoccupé. Le ministre français des Outre-mer est aux Antilles avant la Martinique. Sébastien Lecornu a commencé sa visite en Guadeloupe après 2 semaines de très fortes tensions sociales. Le mouvement, né du refus de l'obligation vaccinale pour les soignants, s'est étendu à des revendications bien plus politiques et sociales. Le ministre dit proposer une main tendue aux syndicats, mais une main ferme. Pas question notamment de revenir sur cette obligation vaccinale. Et puis la mort de Virgil Abloh à l'âge de 41 ans. Le styliste et directeur artistique est décédé des suites d'un cancer. Roi du streetwear de luxe, il était à la tête des collections hommes de la maison Louis Vuitton qu'il a contribué à dépoussiérer. Depuis l'annonce de son décès, le monde de la mode salue son approche en phase avec son époque. Voilà pour les titres à suivre dans les 3 heures d'infos qui viennent. Vos rendez-vous quotidiens, l'info éco, ce sera avec Christophe Dansette, le décryptage avec Karim Yayaoui, la revue de presse avec Hélène Frade. Vous en parliez à l'instant, Damien, on va revenir avec Hélène sur la crise sociale aux Antilles et l'arrivée sur place du ministre des Outre-mer venu de métropole, Sébastien Lecornu. Une main tendue, mais une main de fermeté. C'est à la une ce matin du journal France Antilles dans sa version guadeloupéenne. Revue de presse complète dans une vingtaine de minutes. Voilà pour une partie du programme. Tout de suite, c'est le journal. Deux ans après les premières alertes au Covid-19 en Chine, un nouveau variant inquiète donc les scientifiques. Plusieurs milliers de mutations ont été détectées depuis 2019, mais le variant Omicron est jugé préoccupant par l'OMS. Les ministres de la Santé du G7 se réunissent en urgence à Londres pour faire le point. Certains ferment déjà leurs frontières. Ce variant mute davantage, mais il est encore difficile de savoir s'il est plus transmissible que les autres ou plus résistant au vaccin. Comme au début de cette pandémie, les scientifiques et les politiques font part de leurs interrogations. Florent Rodeau. Malgré les recommandations de l'OMS, le pays est désormais coupé du reste du monde. L'Afrique du Sud se dit punie pour avoir détecté en premier le nouveau variant Omicron qui fait frémir la planète. Sur place, le président Ramaphosa crie à l'injustice. Selon lui, fermer les frontières est inutile. L'urgence, c'est la vaccination. L'interdiction de voyager n'est pas fondée sur des données scientifiques et ne sera pas efficace pour empêcher la propagation de ce variant. L'émergence du variant Omicron devrait être un signal d'alarme pour le monde entier. L'inégalité face au vaccin ne peut plus durer. Tant que tout le monde ne sera pas vacciné, tout le monde continuera d'être à risque. Et les faits lui donnent raison. En quelques jours seulement, Omicron a déjà été détecté dans au moins une dizaine de pays. Quasiment tous les continents sont touchés. Sa propagation mondiale semble donc inéluctable. Alors, que sait-on aujourd'hui de ce nouveau variant ? Selon l'OMS, il présente de multiples mutations et un risque accru de réinfection par rapport au variant Delta. Mais alors, est-il plus dangereux ? Il est encore trop tôt pour le dire. Faudra-t-il adapter les vaccins ? À ce stade, rien n'est exclu. L'avantage, c'est que la synthèse d'ARN messager qui est à la base de ces vaccins est relativement facile à mettre en œuvre. Donc voilà, mais là, les entreprises ont estimé qu'il est de l'ordre de 6 semaines. Donc pendant ce temps-là, il va falloir continuer à adopter peut-être des restrictions de déplacement et en tout cas un maintien très strict des gestes barrières. Les laboratoires Pfizer et Moderna ont d'ores et déjà annoncé travailler sur un vaccin modifié, une dose de rappel spécifique au variant Omicron. Aucune réponse n'est attendue avant plusieurs semaines.
Et on va revenir sur la poussée inquiétante de ce variant Omicron du Covid dans la revue de presse avec Hélène Frade. Fermeté et dialogue, c'est le message du ministre des Outre-mer à son arrivée aux Antilles. Oui, Sébastien Lecornu est en Guadeloupe pour l'instant. Il va se rendre en Martinique également. Après 2 semaines de tension nées de l'obligation du pass sanitaire et de la vaccination du personnel de santé, le ministre se félicite de la levée des barrages, de l'intervention des forces de l'ordre et doit rencontrer les syndicats ce lundi. Marc Pope. Dans les rues de Pointe-à-Pitre, les manifestants sont toujours mobilisés. À la colère contre l'obligation vaccinale se sont ajoutées d'autres revendications. Chômage, vie chère, autonomie sont autant de sujets que les syndicalistes veulent mettre au menu des discussions avec le ministre des Outre-mer. Nous constatons, nous le peuple et même les élus, que nous n'avons pas la main en Guadeloupe en termes de décision. Maintenant, il faudrait qu'il y ait une pédagogie pour le peuple guadeloupéen, le peuple lambda, le Guadeloupéen lambda, pour qu'il puisse comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'autonomie. Sébastien Lecornu, lui, est arrivé dimanche sur place dans ce contexte tendu. Si les 2 dernières nuits ont été plus calmes que les précédentes, la colère est toujours présente. Même si le ministre s'est dit prêt à parler d'autonomie devant une délégation syndicale, il a répété que l'obligation vaccinale repoussée au 31 décembre ne serait pas levée. Il critique par ailleurs la demande des syndicats de libérer des personnes condamnées ces derniers jours pour violence. La main est tendue, néanmoins ça reste une main de fermeté. J'accepterai de dialoguer avec ces personnes demain, je le dis, mais je leur dirai aussi droit dans les yeux qu'ils doivent condamner les violences d'où qu'elles viennent. Sébastien Lecornu prendra ensuite la direction mardi de la Martinique, où les blocages sont toujours très nombreux. Les habitants disent l'attendre de pied ferme. L'arrivée de M. Lecornu doit correspondre à aussi l'affirmation d'une volonté d'apporter des réponses concrètes aux problèmes que nous posons. Les visites de courtoisie, les visites à la va-vite dans nos pays ne servent à rien. Sur l'île, l'État et les élus locaux ont d'ores et déjà signé un accord de méthode pour sortir de la crise. Le texte fixe la date, le lieu et la composition de 7 ateliers thématiques comme la santé, la vie chère ou encore la jeunesse, afin d'apporter des solutions concrètes aux problèmes des Martiniquais. Il y a 6 ans, Occidentaux et Iraniens se félicitaient d'un accord sur le programme nucléaire de Téhéran. Depuis, les choses ont changé. En Iran, les modérés ont laissé place au président ultra-conservateur Ebrahim Raïssi. Aux États-Unis, Donald Trump a retiré son pays de l'accord, puis l'administration Biden a tenté d'y revenir. Les pourparlers sur le nucléaire iranien reprennent ce lundi à Vienne, mais pas forcément sous les meilleurs auspices. On retrouve le correspondant des RFI à Téhéran, Siavosh Ghazi. Bonjour Siavosh, les négociateurs sur le nucléaire iranien se retrouvent donc bien à Vienne, mais l'atmosphère s'annonce déjà tendue. Absolument, comme vous l'avez dit, le gouvernement a changé en Iran et donc l'équipe de négociateurs nucléaires a également changé. Ce sont maintenant des conservateurs qui se retrouvent à la table des négociations avec des positions plus dures. D'ailleurs, le chef des négociateurs nucléaires iraniens, Ali Bagheri Kani, a affirmé que ces négociations devaient porter sur la levée des sanctions américaines imposées contre l'Iran depuis 2018 et non pas sur l'aspect nucléaire. Donc, pas question de revenir sur l'aspect nucléaire ni sur le programme balistique ou encore les activités de l'Iran dans la région. Le seul objectif, c'est comment lever les sanctions américaines et avoir des garanties pour qu'un futur éventuel gouvernement américain ne sorte pas de nouveau de l'accord nucléaire et ne réimpose pas de nouvelles sanctions contre Téhéran. Donc le ton est clair côté iranien. Ce sont des positions très dures qui rendent difficile un accord avec les grandes puissances, puisque de leur côté, les pays occidentaux demandent à Téhéran de faire des gestes. Téhéran est prêt à faire des gestes et à limiter de nouveau son programme nucléaire si effectivement les États-Unis annulent toutes les sanctions qui ont été imposées depuis 2018. Or, Washington refuse de lever toutes ces sanctions, puisqu'une partie de ces sanctions ont été imposées contre l'Iran, par exemple pour des raisons d'activité terroriste ou de soutien à des groupes considérés comme terroristes par les pays occidentaux. Et en attendant, Siavosh, l'Iran poursuit ses activités nucléaires à toute vitesse ? Absolument. Depuis 1 an, l'Iran a relancé avec une grande vitesse ses activités nucléaires, en faisant tout d'abord de l'enrichissement à 20%, puis à 60%. C'est un niveau qui est proche du niveau militaire de 90%. D'ailleurs, il y a quelques semaines, le porte-parole de l'organisation iranienne
de l'énergie atomique et a affirmé que seuls les pays qui produisaient des armes atomiques pouvaient faire ce niveau d'enrichissement d'uranium. Donc c'est un message très clair, même si d'un autre côté, l'Iran affirme qu'il ne veut pas construire la bombe atomique. L'Iran utilise également des centrifugeuses ultramodernes et refuse par ailleurs à l'AIEA l'accès à certains sites nucléaires et à certaines vidéos de caméras de surveillance installées dans d'autres sites nucléaires, et a ralenti et a limité considérablement sa coopération avec l'AIEA, ce qui a provoqué la colère des pays européens, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, mais aussi les États-Unis. Donc, c'est une ambiance tendue qui s'annonce avec le début de ces nouvelles négociations entre une équipe de conservateurs iraniens et les grandes puissances. Siavosh Ghazi à Téhéran, merci beaucoup Siavosh. En bref, Damien, dans l'actualité africaine en RDC. Une nouvelle attaque contre un camp de déplacés dans le nord-est du pays. 22 civils ont été tués en Ituri, peut-être par des miliciens du Codeco, groupe militaire qui prétend défendre les intérêts des Lendou, une des communautés de cette province. Cette question à présent, Ghislaine Maxwell va-t-elle parler et décrire le système mis en place par Jeffrey Epstein? Aux États-Unis, cette femme encourt la réclusion à perpétuité, soupçonnée d'avoir joué le rôle de rabatteuse pour cet homme. Elle est accusée d'avoir cherché des jeunes filles mineures pour ce milliardaire qui s'est depuis suicidé en prison. La franco-américano-britannique se dit innocente et plaide non coupable. Précision à New York d'Emmanuel Saint-Martin. Le procès de Ghislaine Maxwell qui va être suivi ici à New York avec beaucoup d'attention dans l'affaire qui concerne à défrayer la chronique. Ghislaine Maxwell est poursuivie pour sa complicité présumée dans les agissements de Jeffrey Epstein, le milliardaire accusé d'une multitude d'agressions sexuelles, notamment sur des jeunes filles mineures, et que Ghislaine Maxwell aurait contribué à attirer finalement dans les filets de Jeffrey Epstein. Alors non seulement évidemment la nature des accusations, mais aussi la nature des protagonistes et ce qui donne autant d'impact à ce procès qui en fait autant parler. Ghislaine Maxwell elle-même, la fille de Robert Maxwell, le milliardaire britannique, le milliardaire mogul des médias, et puis évidemment Jeffrey Epstein lui-même, un milliardaire qui fréquentait tous les plus hauts niveaux de la société américaine, avec beaucoup de ces noms qui vont sans doute apparaître tout au long de ce procès. Mais en face, les avocats de Ghislaine Maxwell ne manqueront pas de faire valoir ce qu'ils ont déjà commencé à faire, c'est-à-dire qu'ils considèrent qu'elle serait un bouc émissaire, que ce procès n'a lieu que parce que Jeffrey Epstein ne peut pas être jugé lui-même puisqu'il s'est donné la mort sans doute dans sa prison en 2019. Tout cela évidemment fait un procès qui ici attire beaucoup l'attention médiatique et sera suivi encore une fois avec beaucoup d'intérêt ici à New York. Dior, comme Nike, Damien, salue la mémoire d'un pionnier, Virgil Abloh. Oui, et ces deux hommages symbolisent à eux seuls le grand écart qu'a pu faire ce créateur, ou plutôt les ponts que ce styliste a su créer entre streetwear et prêt-à-porter. Ce fils d'immigré ghanéen, devenu directeur artistique des collections hommes de la maison Louis Vuitton, est décédé ce dimanche à 41 ans. Son portrait signé Kevin Battista. Modernisme, un slogan affiché sur ses vêtements et l'adjectif d'une carrière. Virgil Abloh naît aux États-Unis en 1980. Fils d'immigrés ghanéens, il se passionne pour le hip-hop et devient même au début des années 2000 conseiller artistique de la star Kanye West. Devenu créateur, il connaît le succès avec sa marque de streetwear de luxe Off-White. En 2017 et 2018, ses vêtements lui valent un Brit Award. L'homme défend notamment la cause antiraciste et ambitionne d'ouvrir le monde du luxe à ce qu'il appelle les identités dont on se méfie. And the reality is, the path that he chose, the way, that he's navigated the industry, his creations, the things that he thinks about. Virgil really brought certain aspects of Black culture to the luxury forefront in ways that we hadn't seen it represented before. Un talent et une réussite qui lui permettent d'accéder en 2018 au poste de créateur en chef de la mode masculine chez Louis Vuitton. Il est alors le premier noir à atteindre ce niveau de responsabilité. Il laisse derrière lui une épouse, 2 enfants et des centaines de créations. Âgé de 41 ans, il souffrait depuis plusieurs mois d'un cancer. Sa famille entend lui dire adieu dans l'intimité.
Il est bientôt 7h15 ici à Paris. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans Paris Direct. Le rappel des titres avec vous, Damien. Les ministres de la Santé du G7 se réunissent en urgence à Londres autour du dernier variant du Covid-19. Omicron se propage vite et plusieurs pays, dont des pays européens, ferment leurs frontières par précaution. Il faudra plusieurs semaines pour comprendre son niveau de dangerosité, de transmissibilité, de virulence, selon l'OMS qui se dit préoccupée. Et on en reparle dans un instant dans la revue de presse. Le ministre français des Outre-mer est aux Antilles. Sébastien Lecornu a débuté cette visite en Guadeloupe avant la Martinique après 2 semaines de tension sociale. Le mouvement né du refus de l'obligation vaccinale pour les soignants s'est étendu à des revendications politiques et sociales. Le ministre venu de métropole dit proposer une main tendue aux syndicats, mais une main qui se veut ferme. Et puis la mort de Virgil Abloh à l'âge de 41 ans. Le styliste et directeur artistique est décédé des suites d'un cancer. Roi du streetwear de luxe, il était à la tête des collections hommes de la maison Louis Vuitton qu'il a contribué à dépoussiérer. Depuis l'annonce de ce décès, le monde de la mode salue son approche en phase avec son époque.